S'il te plaît, ne viens pas. La famille veut passer un Noël sans drame. Le message de mon père est arrivé alors que je passais en revue la liste des cadeaux que j'avais achetés pour chacun d'entre eux. 15 000 $ de cadeaux soigneusement choisis, du notebook que ma sœur voulait à la batterie de cuisine française dont ma belle-mère parlait toujours dans les magasins. Ce qui m'a vraiment brisé le cœur, ce n'était pas le message. C'était ce qui est arrivé après. Ma sœur Emma a aimé le message. Comme si mon absence était un motif de réjouissance. Je suis resté là à regarder l'écran de mon téléphone, sentant quelque chose d'étrange se produire dans ma poitrine. Ce n'était pas de la douleur. C'était plutôt comme le bruit que fait une branche sèche quand on la casse de ses mains, un craquement sourd et définitif. J'ai répondu « Excellent choix ». Et avec ces deux mots, j'ai cessé d'être la banque personnelle de la famille Fletcher. Je m'appelle Jess, j'ai 32 ans, et toute ma vie d'adulte, j'ai été celui qui réglait les problèmes financiers de tout le monde. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais documenté chaque centime que j'avais dépensé pour eux au cours des 5 dernières années. Et maintenant, j'allais enfin utiliser ces informations. Mais avant de vous raconter comment j'ai transformé leur Noël en cauchemar financier, je dois vous expliquer comment j'en suis arrivé là. Comment je suis devenu le portefeuille ambulant d'une famille qui ne me voyait que comme un moyen d'arriver à ses fins. J'ai grandi dans une maison où l'affection avait un prix. Mon père, Robert Fletcher, travaillait dans le domaine des assurances et avait cette capacité à vous faire culpabiliser d'exister. Ma mère est décédée quand j'avais 12 ans, et 3 ans plus tard, il s'est marié avec Linda, une femme qui souriait avec ses dents mais jamais avec ses yeux. Emma est arrivée peu après, la petite princesse dorée qui pouvait tout faire et qui serait toujours pardonnée. Alors que je travaillais depuis l'âge de 16 ans pour payer mes études, Emma recevait de l'argent de poche pour acheter du maquillage et des vêtements de marque. La différence était flagrante, mais je me suis convaincu que c'était normal. Que les familles fonctionnaient ainsi. Que l'amour signifiait payer les factures et résoudre les problèmes sans poser de questions. Pendant mes 20 ans, chaque fois qu'Emma avait besoin d'argent pour des urgences, qui se produisaient avec une fréquence suspecte, j'étais là. Quand Linda voulait rénover la cuisine, mais que le budget était serré, je complétais. Quand mon père a eu des problèmes avec sa voiture, j'ai payé la réparation. J'étais l'assurance de la famille contre tout imprévu financier. Et ils ne me remerciaient jamais. C'était comme si je leur devais ça. L'appartement où je vis se trouve à 20 minutes de chez eux, dans un quartier tranquille d'Atlanta. Il est petit, mais c'est le mien. Je paie chaque facture avec l'argent que je gagne en tant qu'analyste système dans une entreprise de logistique. Je travaille dur, je vis selon mes moyens, et pendant des années, j'ai pensé qu'aider ma famille était la bonne chose à faire. La seule personne qui m'a toujours traité avec une affection sincère était ma grand-mère Catherine, la mère de ma mère biologique. Elle vivait dans une maison modeste à 40 minutes de chez moi et avait cette rare capacité à me faire sentir valorisé sans avoir à dépenser quoi que ce soit. Chaque fois que je me sentais perdu, j'allais rendre visite à grand-mère Catherine. Elle préparait un thé à la menthe du jardin et m'écoutait parler de mon travail, de mes problèmes, de ce sentiment constant de faire quelque chose de mal sans savoir quoi. « Jess », disait-elle souvent, « la gentillesse ne devrait pas faire de mal à ceux qui sont gentils. » Je n'ai jamais vraiment compris ce qu'elle voulait dire. Jusqu'à aujourd'hui. La semaine précédant le message, j'avais passé 2 week-ends entiers à acheter des cadeaux de Noël. Pas n'importe quel cadeau. J'avais recherché exactement ce que chacun voulait, lu des critiques, comparé les prix. Je voulais que ce soit parfait. Emma avait mentionné qu'elle voulait un MacBook Pro pour travailler dans le graphisme, même si je ne l'avais jamais vu dessiner autre chose que des selfies sur Instagram. Linda avait parlé d'un ensemble de casseroles Le Creuset après avoir regardé une émission de cuisine. Mon père avait besoin d'un outil spécifique pour un hobby qu'il avait récemment commencé. J'ai tout acheté, comme je le faisais toujours. L'ironie, c'est que pendant que je dépensais mon argent pour eux, Emma publiait des photos du nouvel appartement qu'elle avait loué, sans me dire qu'elle déménageait. Linda partageait des photos de dîners coûteux dans des restaurants que je ne pouvais jamais me permettre. Mon père avait acheté une nouvelle voiture le mois précédent. Ils avaient tous les moyens de financer leurs propres priorités. Mais quand il s'agissait de la famille, la responsabilité m'incombait toujours. Le message est arrivé un jeudi à 19h43. J'étais sur le canapé, en train de regarder Netflix avec une pizza surgelée sur les genoux, quand mon téléphone a vibré. Je l'ai lu une fois. Je l'ai relu. Puis j'ai vu Emma aimer le message, comme si elle approuvait la décision de m'exclure. C'est à ce moment-là que tout est devenu clair. Il ne me considérait pas comme un membre de la famille. Il me considérait comme un problème qui résolvait occasionnellement des problèmes. Je me suis levé du canapé, je suis allé à l'ordinateur et j'ai ouvert un dossier que j'avais créé il y a des années, presque par instinct. Il s'intitulait « Dépenses familiales ». Il contenait 5 ans de reçus, de virements, de prêts qui s'étaient transformés en cadeaux, de factures que j'avais payées quand personne d'autre ne pouvait le faire.
Le total m'a surpris moi-même. 87 500 dollars en 5 ans. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui va se passer à partir de maintenant va montrer comment une famille a appris de la pire manière possible que certaines personnes ne sont pas nées pour être exploitées. Pendant qu'il dormait paisiblement, pensant avoir résolu le problème Jess pour Noël, j'étais éveillé, planifiant comment transformer le 25 décembre dans le pire Noël que la famille Fletcher ait jamais connu. Et le plus beau dans tout ça, ils m'ont eux-mêmes donné tous les outils dont j'avais besoin pour détruire le Noël parfait qu'ils planifiaient à mes dépens. La vérité sur ma famille Fletcher était simple. J'étais la banque personnelle qu'ils n'avaient jamais à rembourser. Robert Fletcher a appris très tôt que les enfants servent à résoudre les problèmes financiers de leurs parents. Quand ma mère est décédée, il m'a transformé en substitut émotionnel et financier dont il avait besoin. À 15 ans, je travaillais déjà à temps partiel dans un magasin d'informatique pour aider à faire face aux urgences de la maison. Jess, sois responsable, était sa phrase préférée. La famille aide la famille. Mais pour Robert, la famille signifiait que j'aidais tout le monde sans jamais recevoir d'aide en retour. Linda est entrée dans notre vie en tant que veuve charmante avec une fille de 10 ans. Emma était belle, charismatique, et dès le premier jour, elle a appris que les larmes fonctionnaient mieux que les arguments. Chaque fois qu'elle avait besoin de quelque chose, il lui suffisait de faire la moue pour que mon père craque. Emma n'est qu'une enfant, Jess, disait Robert lorsque je lui demandais pourquoi elle recevait de l'argent de poche alors que je travaillais pour gagner ma vie. Tu es plus mature, tu comprends la responsabilité. La maturité, ai-je découvert, était un code pour « paie les factures et ne te plains pas ». La différence de traitement était flagrante dès le début. Quand Emma avait de mauvaises notes, elle bénéficiait de cours particuliers que je payais. Quand j'avais d'excellentes notes, je recevais une tape dans le dos et plus de responsabilités. Emma a cassé 3 téléphones portables en 2 ans parce que les accidents, ça arrive. J'ai utilisé le même téléphone pendant 4 ans parce que je devais apprendre la valeur des choses. Quand elle a voulu prendre des cours de danse à 16 ans, cela coûtait 200 dollars par mois. Robert m'a demandé si je pouvais aider temporairement parce que Linda traversait des difficultés financières. Temporairement a duré 2 ans. Quand j'ai voulu suivre un cours technique en programmation qui coûtait 800 dollars, Robert m'a dit que la famille n'en avait pas les moyens. Peut-être au prochain semestre, mon fils. J'ai payé le cours moi-même, en travaillant des week-ends supplémentaires. Linda était passée maître dans l'art de la manipulation subtile. Elle ne demandait jamais d'argent directement. C'était toujours une remarque désinvolte sur une facture en retard, un soupir dramatique sur le fait de ne pas pouvoir acheter quelque chose dont elle avait vraiment besoin, ou un commentaire sur la façon dont d'autres gendres aidaient leur belle-mère. Mon amie Margaret m'a dit que son gendre avait payé la rénovation complète de sa cuisine, disait-elle en regardant le vieux réfrigérateur. Elle a tellement de chance d'avoir quelqu'un d'aussi généreux dans sa famille. Le message était clair. Prouve que tu tiens à moi. Paie. Et je payais toujours. Emma a rapidement appris le jeu de Linda. À 18 ans, elle était déjà experte en chantage émotionnel. Ses spécialités comprenaient la crise financière de dernière minute. Jess, j'ai besoin de 500 dollars d'ici demain, sinon je vais perdre mon appartement. J'ai découvert plus tard qu'elle voulait acheter un sac à main de luxe. La fausse urgence médicale. J'ai très mal et je dois aller chez un médecin privé parce que le système de santé publique va prendre trop de temps. C'était le syndrome prémenstruel. L'occasion unique. Il y a une place dans un cours qui pourrait changer ma vie, mais je dois payer aujourd'hui. C'était un atelier de maquillage de 2 heures. Le schéma était toujours le même. Urgence plus drame plus culpabilité égale argent de Jess. Mon père évitait les confrontations comme les vampires évitent l'ail. Chaque fois que j'essayais de parler de la différence de traitement ou de remettre en question les dépenses constantes, il changeait de sujet ou disparaissait dans son atelier au sous-sol. « Tu sais comment elles sont, Jess », disait-il dans ses rares moments d'honnêteté. Il est plus facile de régler les choses rapidement que de rester à discuter. Plus facile pour qui, pensais-je. Certainement pas pour moi. Pendant des années, j'ai essayé d'acheter leur amour avec générosité. Je pensais que si j'étais indispensable financièrement, elle me rendrait indispensable émotionnellement. Je payais les factures, je résolvais les problèmes, j'étais toujours là quand elles avaient besoin de moi. Mais plus je donnais, plus elles en attendaient. Et plus elles en attendaient, moins elles m'appréciaient. Pour les 21 ans d'Emma, j'ai organisé une fête surprise qui m'a coûté 3000 dollars. J'ai loué une salle, engagé un DJ, payé un open bar. Emma m'a à peine remercié, mais elle a posté 50 photos sur Instagram en remerciant Linda pour cette fête incroyable. Quand j'ai eu 25 ans, j'ai reçu une carte d'anniversaire achetée dans une pharmacie et un dîner à l'Olive Garden. La note, bien sûr, m'a été facturée. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est venue l'année dernière,
quand Emma a décidé de déménager dans un nouvel appartement. Elle voulait vivre seule, mais n'avait pas les moyens de payer les meubles, la caution et les premiers loyers. C'est un investissement pour son avenir, Jess, a argumenté Robert. Plus vite elle deviendra indépendante, mieux ce sera pour tout le monde. Indépendante. Avec mon argent. Je lui ai prêté 8 000 $ pour qu'elle s'installe. Emma a promis de me rembourser dans 1 an, avec intérêt, a-t-elle dit en souriant. 6 mois plus tard, elle a posté des photos d'un voyage à Cancun qui a coûté plus cher que ma dette. Quand je lui ai demandé de me rembourser, elle m'a dit que l'argent du voyage venait d'ailleurs et qu'elle traversait une période difficile pour me rembourser. Ces difficultés comprenaient 3 dîners au restaurant par semaine et un abonnement à une salle de sport haut de gamme. Linda développait des stratégies de plus en plus élaborées. Elle a commencé à m'envoyer des liens vers des articles dont elle avait besoin, mais qu'elle ne pouvait pas acheter. Un mixeur professionnel à 6 cents parce que manger sainement est un investissement. Une télévision connectée de 70 pouces parce que l'ancienne est mauvaise pour la vue. Chaque article était accompagné d'une histoire sur la façon dont il améliorerait la vie de la famille. Et bien sûr, sur le fait que ce serait temporaire jusqu'à ce qu'elle se réorganise financièrement. Robert a créé son propre système de manipulation, me comparer à d'autres enfants qu'il inventait. Le fils de Marcia, de la comptabilité, a payé la rénovation complète de la maison de ses parents, commentait-il en regardant le mur qui avait besoin d'être repeint. Le gendre de la voisine a acheté une nouvelle voiture à sa belle-mère le mois dernier. Ce garçon au travail a emmené toute sa famille à Disney pendant les vacances. Le message était toujours le même. Tu n'es pas un assez bon fils. Les autres enfants en font plus. Prouve ton amour. Et ça marchait. Chaque histoire me faisait me demander si j'étais vraiment égoïste, si les autres enfants étaient plus généreux, si je devais en faire plus. Il m'a fallu des années pour comprendre que Robert ne mentionnait jamais ce que ses enfants imaginaires recevaient en échange. Il ne parlait jamais des parents qui aidaient aussi leurs enfants, de la réciprocité, des familles qui fonctionnaient comme un partenariat plutôt que comme un système pyramidal financier. Le comble a été atteint à Thanksgiving cette année. Emma a amené son nouveau petit ami, Tyler, un garçon de l'université dont la famille était riche. Pendant le dîner, Tyler a mentionné qu'il allait passer ses vacances d'hiver à skier à Aspen avec sa famille. « Quelle chance !» soupira Linda. « Je n'ai jamais eu l'occasion de voir la neige pour de vrai. » Emma saisit immédiatement la balle au bond. « C'est aussi mon rêve. Imaginez comme ça doit être magique de skier sur une vraie montagne. » Ils me regardèrent avec une attente évidente. Tyler, poliment, tenta de changer de sujet. Mais Emma continua. « Jess dit toujours que la famille doit créer des souvenirs ensemble. » a-t-elle dit en me touchant le bras. « Ce serait génial si nous pouvions faire un voyage comme ça un jour. » Le voyage auquel elle faisait allusion coûterait environ 20 000 $. Pour 4 personnes. Pour qu'Emma puisse jouer dans la neige pendant que Tyler montrerait qu'il n'avait pas besoin de son frère pour financer ses luxes. C'est alors que j'ai commencé à tout documenter systématiquement. Chaque virement, chaque reçu, chaque prêt qui s'est transformé en cadeau. J'ai créé des tableaux détaillés avec les dates, les montants, les justifications qu'ils ont données et s'il y avait eu remboursement. Les chiffres étaient brutaux. 87 500 $ en 5 ans. Mais ce n'était pas seulement l'argent. C'était le manque total de gratitude, la façon dont ils me traitaient comme un distributeur automatique humain, le naturel avec lequel ils supposaient que je serais toujours disponible pour résoudre les problèmes qu'ils créaient. Emma publiait des photos de restaurants chers alors qu'elle me devait de l'argent. Linda achetait des vêtements de marque pendant que je payais sa facture d'électricité. Robert a changé de voiture alors qu'il utilisait mon prêt d'urgence, contracté 6 mois auparavant. Le message de Noël a été le moment parfait de lucidité. Il ne voulait pas de moi à la fête, mais il voulait mon argent pour la rendre possible. Le fait qu'Emma ait aimé le message a été la confirmation finale. Je ne faisais pas partie de la famille. J'étais une ressource financière gênante qu'il devait satisfaire mais ne pas inclure. Pendant qu'il dormait paisiblement cette nuit-là, pensant avoir résolu le problème Jess pour toujours, j'étais éveillé, faisant une chose que j'aurais dû faire il y a des années, établir des limites. Mais il n'avait aucune idée du type de limite que j'étais sur le point de créer. Il ne se doutait pas que le Jess passif et généreux qu'il connaissait allait être remplacé par quelqu'un de beaucoup plus intéressant. Quelqu'un qui disposait de 5 ans de documents financiers détaillés et d'informations susceptibles de rendre leur Noël absolument mémorable, mais pour les mauvaises raisons. La première étape consistait à annuler tous les cadeaux que j'avais achetés. Mais ce n'était qu'un échauffement. La semaine suivant le message, alors qu'il pensait avoir réglé le problème Jess pour toujours, j'ai découvert quelque chose qui a transformé ma colère silencieuse en rage calculée. Emma a posté une photo sur Instagram. Elle et Linda faisant du shopping dans le centre commercial haut de gamme d'Atlanta,
les bras chargés de sacs Nordstrom et Coach. La légende disait « Préparez le Noël parfait pour la famille. Maman Linda mérite tout ce qu'il y a de mieux. » Maman Linda. Emma n'avait jamais appelé ma belle-mère ainsi auparavant. Ce qui m'a coupé le souffle, c'est de voir ma grand-mère Catherine sur la photo suivante, assise dans une aire de restauration, souriant timidement tandis qu'Emma et Linda exhibaient leurs achats en arrière-plan. Grand-mère Catherine, qui gardait les coupons de réduction dans une boîte à biscuits et réutilisait les sacs en plastique parce que le gaspillage est un péché. J'ai immédiatement appelé ma grand-mère. « Bonjour, mon chéri », a-t-elle répondu de cette voix douce qui m'apaisait toujours. Quelle bonne surprise. Grand-mère, tu es allée faire les courses avec Emma et Linda aujourd'hui. Silence. Puis un soupir fatigué. Elles sont passées ici tout à l'heure. Elles ont dit que tu étais trop occupée pour me rendre visite maintenant que les fêtes approchent. Mon estomac s'est noué. Je n'ai jamais dit ça. Je sais, mon chéri. Tu ne manquerais jamais de venir me voir. Sa voix tremblait légèrement. Mais elles ont beaucoup insisté pour m'emmener faire un tour. Elles ont dit qu'il était important que je choisisse des cadeaux pour vous, car ce Noël serait spécial. Quel genre de cadeau, grand-mère? Un autre silence. Plus long cette fois-ci. Jess, elles m'ont d'abord emmené à la banque. Mon sang s'est glacé. Quelle banque? La Wells Fargo, où je garde mes économies. Linda a dit que je devrais retirer de l'argent pour acheter des cadeaux dignes d'une famille comme la nôtre. Que tu serais déçu si les cadeaux étaient trop bon marché. Mes mains tremblaient. Ma grand-mère avait 5 000 $ sur un compte d'épargne qu'elle alimentait depuis 20 ans à raison de 20 $ par mois. C'était tout ce qu'elle possédait au monde. Combien as-tu retiré? 2 500 $. Sa voix n'était qu'un murmure. La moitié de ce qu'elle avait. Linda a dit que c'était la somme idéale pour acheter des cadeaux convenables à la famille. Je fermai les yeux, envahi par une colère si profonde qu'elle me donna presque le vertige. Elles avaient utilisé mon exclusion de Noël comme excuse pour voler ma grand-mère. Emma s'est choisi une tablette, a poursuivi grand-mère, sans se rendre compte à quel point j'étais furieux. Elle a dit qu'elle en avait besoin pour ses études, que tu serais d'accord. Et Linda a choisi un ensemble de casseroles coûteuses qu'elle a dit être pour toutes les femmes de la famille. Pour toutes les femmes de la famille. Sauf ma grand-mère, bien sûr. Et qu'est-ce que tu as reçu, grand-mère? Elles ont dit que ma présence à Noël serait un cadeau suffisant pour moi. Elle a essayé de rire, mais cela ressemblait plus à un sanglot. Que je comprendrais que l'important était de donner, pas de recevoir. J'ai serré le téléphone si fort que j'ai entendu le plastique craquer. Grand-mère, où es-tu maintenant? À la maison. Elles m'ont ramené après les achats. Elles ont dit qu'elles avaient d'autres obligations familiales à régler. J'arrive tout de suite. Oh, ne t'inquiète pas, mon chéri. Je sais que tu dois être occupé avec. Grand-mère. Ma voix était plus ferme que je ne le voulais. J'arrive dans 20 minutes. Et nous allons régler ça. Le trajet jusqu'à la maison de ma grand-mère ne m'avait jamais semblé aussi long. À chaque feu rouge, je pensais à Linda manipulant une dame de 83 ans pour financer des achats de luxe. Emma choisissant une tablette à 800 $ avec l'argent de ma grand-mère tout en prétendant que c'était un cadeau qu'elle s'offrait à elle-même. Catherine vivait dans une petite maison impeccable dans un vieux quartier de Decatur. Le jardin était toujours parfait, chaque rose taillée avec soin, chaque allée de pierre méticuleusement balayée. Quand elle a ouvert la porte, j'ai tout de suite vu qu'elle avait pleuré. Ses yeux étaient gonflés et elle évitait mon regard. Elles m'ont fait passer pour quelqu'un de mesquin. M'a-t-elle dit dès que nous nous sommes assises dans le salon. Linda m'a expliqué que les familles de la classe moyenne supérieure ont des normes différentes en matière de cadeaux. Que 5 000 $ était un montant normal pour les dépenses de Noël dans une famille comme la nôtre. Je me suis assise à côté d'elle sur le canapé à fleurs que je connaissais depuis mon enfance. Grand-mère, 5 000 $, c'est beaucoup d'argent pour n'importe quelle famille. Et ce n'était pas à toi de payer les cadeaux de tout le monde. Mais elle a dit que tu payais toujours tout pour tout le monde, que c'était mon tour de contribuer. Des larmes ont commencé à couler sur son visage. Que j'étais égoïste de garder mon argent alors que je pouvais rendre ma famille heureuse. C'était ça. La goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. Il ne s'agissait pas seulement d'argent. Il s'agissait du fait qu'ils avaient transformé la personne la plus généreuse que je connaissais en une version honteuse d'elle-même. Il s'agissait du fait qu'ils avaient utilisé mon amour pour ma grand-mère comme un moyen de la racketter. Grand-mère, tu n'as pas été égoïste. Tu as été volée. Elle m'a regardé avec surprise. Jess, ne parle pas ainsi de la famille. Non, grand-mère. Ce qu'ils ont fait n'est pas digne d'une famille. C'est digne d'escrocs. J'ai pris mon téléphone et ouvert l'application bancaire.
Je vais transférer 2500 dollars sur ton compte maintenant. Tu ne peux pas faire ça. Elle a essayé de me retenir la main. Et les cadeaux? Elles vont être en colère contre moi. Laisse-les être en colère contre la personne qui compte vraiment, moi. J'ai effectué le virement devant elle. En 30 secondes, l'argent était de retour là où il devait être. Maintenant, dis-moi une chose, grand-mère. Quand elles t'ont emmené à la banque, Linda t'a accompagné jusqu'au guichet. Oui. Elle a dit qu'elle voulait s'assurer que je comprenais bien la procédure. Et Emma est restée où? Dehors. Elle a dit qu'elle t'appelait pour confirmer que ce serait une bonne surprise. Une bonne surprise. Bien sûr qu'elle ne m'a pas appelé. Elle était là pour surveiller, s'assurer que personne n'interrompe l'opération. C'est à ce moment-là que j'ai complètement compris à quoi j'avais affaire. Ce n'était pas une famille dysfonctionnelle. C'était une opération criminelle déguisée en dynamique familiale. Grand-mère, je peux te poser une question? Ces dernières années, combien de fois sont-elles venues te rendre visite sans rien te demander? Elle a réfléchi longuement. Je ne m'en souviens pas. Et combien de fois t'ont-elles demandé ton avis sur quelque chose d'important concernant la famille? Jamais. Et combien de fois t'ont-elles incluse dans des projets familiaux sans attendre que tu paies quoi que ce soit? Silence total. Catherine se couvrit le visage de ses mains. Mon Dieu, Jess. Que ai-je fait? Tu n'as rien fait de mal. Tu as fait confiance à des personnes qui ne méritaient pas ta confiance. Je lui pris les mains. Mais maintenant, nous allons faire les choses différemment. Je lui expliquai mon plan. Pas tous les détails, mais suffisamment pour qu'elle sache que les choses allaient changer. Tu es sûr, mon chéri? Elle semblait inquiète. Je ne veux pas que tu te fasses du mal à cause de moi. Grand-mère, ce n'est pas à cause de toi. C'est à cause de toutes les fois où ils nous ont fait sentir que nous n'étions pas à la hauteur. C'est à cause de toutes ces années où ils nous ont traités comme des ressources plutôt que comme des personnes. Quand j'ai quitté sa maison 2 heures plus tard, je n'étais plus le Jess qui payait ses factures sans poser de questions. J'étais quelqu'un avec un objectif très précis et les moyens nécessaires pour l'atteindre. Si vous aimez cette histoire qui raconte comment une famille a appris que tout le monde n'est pas né pour être exploité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car la suite va vous montrer comment 2500 mots sur un compte bancaire ont été la clé de la destruction totale du Noël parfait qu'ils avaient prévu. Sur le chemin du retour, j'ai appelé mon avocat. J'ai besoin d'une consultation urgente sur la protection des personnes âgées contre l'exploitation financière. Lui ai-je dit lorsqu'il a répondu. Quel type d'exploitation, Jess? Le genre qui finit très mal pour ceux qui s'y adonnent. Alors que je roulais dans les rues d'Atlanta, où les lumières de Noël commençaient à scintiller dans les maisons, je savais que la famille Fletcher était sur le point de découvrir que certaines personnes, lorsqu'elles sont acculées depuis trop longtemps, ne reculent pas. Elles s'organisent, documentent tout, puis attaquent avec la précision chirurgicale de ceux qui ont eu des années pour apprendre chaque faiblesse de leur cible. Leur Noël serait mémorable. Mais pas comme il l'avait prévu. Le rendez-vous avec mon avocat, Marcus Thompson, a eu lieu samedi matin dans son bureau du centre-ville d'Atlanta. Spécialiste du droit de la consommation et de la protection des personnes âgées, cet homme de 50 ans avait la patience de quelqu'un qui a vu toutes les façons possibles dont les familles peuvent se détruire les unes les autres. Si je comprends bien. Dit-il en parcourant les notes que j'avais apportées. Elles ont emmené votre grand-mère de 83 ans à la banque, l'ont convaincu de retirer la moitié de ses économies et ont utilisé cet argent pour s'acheter des cadeaux coûteux? Exactement. Et elles ont utilisé mon exclusion de Noël comme justification émotionnelle. Marcus hocha la tête. Cela correspond parfaitement à la définition juridique de l'abus financier envers les personnes âgées. Surtout si l'on tient compte du comportement que vous avez documenté. Il parcourut mes feuilles de calcul détaillées des 5 dernières années. 87 500 $ de virements, de prêts jamais remboursés et des « urgences » qui profitaient toujours à Linda et Emma. Jess, vous avez ici suffisamment de documents pour intenter des poursuites civiles et pénales, a poursuivi Marcus. Mais dites-moi, quel est votre véritable objectif? Récupérer l'argent? Une sanction légale? Ou voulez-vous quelque chose de plus spécifique? Je veux qu'elles ressentent exactement ce qu'elles m'ont fait ressentir pendant des années, ai-je répondu sans hésiter. La vulnérabilité, l'impuissance et le sentiment que les personnes en qui elles avaient confiance les ont trahis. Marcus a souri d'une manière qui m'a légèrement inquiété. Alors faisons les choses correctement. Il m'a expliqué que nous avions plusieurs options juridiques. Nous pouvions signaler l'incident avec ma grand-mère comme un cas d'abus financier envers une personne âgée, ce qui entraînerait automatiquement une enquête pénale. Nous pouvions également intenter un procès pour détournement de fonds pour les prêts qui n'avaient jamais été remboursés. Mais il existe une troisième option, a-t-il dit en se penchant vers moi.
Une option qui fera plus mal que n'importe quel procès. Marcus m'a expliqué que, comme je leur avais financé tant de choses au fil des ans, ils me devaient techniquement des sommes substantielles. Avec les intérêts et l'indexation, la dette totale dépassait les 100 000 $. Nous pouvons présenter cela comme une procédure civile formelle. Rien de pénal, rien de dramatique. Juste un recouvrement légitime de dettes documentées. Le timing serait parfait. La veille de Noël. Et ce n'est pas tout, a poursuivi Marcus. Comme votre grand-mère a été victime de pression psychologique pour dépenser de l'argent qu'elle ne pouvait pas se permettre de perdre, je peux demander une ordonnance de protection temporaire qui bloquera toute tentative future d'accès à ses finances. C'était exactement ce dont j'avais besoin. Je suis sorti de son bureau avec un plan en 3 phases. Premièrement, la documentation formelle de toutes les dettes. Deuxièmement, une ordonnance de protection pour ma grand-mère. Troisièmement, présentation de tout cela au pire moment possible pour eux. Mais pendant que j'organisais ma vengeance légale, la famille Fletcher s'employait à prouver exactement pourquoi elle méritait ce qui allait lui arriver. Lundi, Emma a publié des photos de la tablette qu'elle avait gagnée grâce à ma grand-mère. La légende disait « Grand-mère Kat est tellement généreuse. Je peux enfin travailler sur mes projets de design où que je sois. » Des projets de design. Emma n'avait jamais montré le moindre intérêt pour le graphisme de toute sa vie. La tablette à 800 $ était manifestement destinée à son usage personnel. Linda a été plus subtile, mais tout aussi répugnante. Elle a posté une photo des casseroles Le Creuset sur Instagram Stories avec le message « Quand votre belle-mère comprend que cuisiner pour la famille nécessite les meilleurs outils. Je suis bénie. » Ma belle-mère. Linda n'avait jamais parlé de ma grand-mère de cette façon auparavant. Mardi, j'ai reçu un message d'Emma. Ce n'était pas une excuse pour avoir aimé le message qui m'excluait. Ce n'était pas une explication sur le vol de ma grand-mère. C'était une plainte. Jess, tu as transféré de l'argent sur le compte de grand-mère sans le lui dire. Elle était confuse et a appelé Linda, très inquiète. À quel jeu joues-tu? Jeu. Comme si protéger ma grand-mère des escrocs était un jeu d'enfant. J'ai répondu poliment, j'ai simplement corrigé une erreur. L'argent retourne là où il a toujours appartenu. Sa réponse est venue en quelques secondes, tu dramatises. Grand-mère voulait contribuer au Noël de la famille. Arrête de créer des problèmes là où il n'y en a pas. Là où il n'y en a pas. Elles avaient volé une personne âgée et je créais des problèmes là où il n'y en avait pas. C'est là que j'ai réalisé qu'ils n'éprouvaient pas le moindre remords. Dans leur esprit, j'étais le problème. Ma grand-mère était une ressource. Et ils étaient les victimes d'un malentendu. Mercredi, mon père m'a appelé. C'était la première fois depuis des mois qu'il prenait contact avec moi. Jess, je dois te parler de cette situation avec ta grand-mère. Situation. Comme si l'abus financier n'était qu'une situation gênante. Quelle situation, papa? Tu sais de quoi je parle. Linda est contrariée parce que tu t'es immiscé dans les plans pour Noël. Ta grand-mère était confuse à cause de l'argent qui apparaissait et disparaissait de son compte. L'argent qui est apparu est celui qu'elles lui ont volé et qui est retourné là où il appartient. Silence. Puis un soupir las. Jess, personne n'a volé personne. Ta grand-mère voulait contribuer au Noël de la famille. C'est comme ça que fonctionnent les familles. Les familles ne manipulent pas les personnes âgées pour financer des achats de luxe. Tu exagères. Elle voulait simplement inclure ta grand-mère dans les préparatifs. Inclure. Transformer ma grand-mère en distributeur automatique de billets, c'était l'inclure. Papa, sais-tu combien elles ont dépensé de son argent? Je ne connais pas les détails, mais je sais que ta grand-mère était heureuse d'aider. Il était évident qu'il ne connaissait pas la vérité ou qu'il avait choisi de l'ignorer. Les deux options étaient tout aussi pathétiques. Et mon exclusion de Noël? Tu trouves aussi que c'était approprié? Silence plus long cette fois-ci. Jess, tu sais que la famille peut être compliquée. Parfois, il vaut mieux éviter les conflits inutiles. Des conflits inutiles. J'étais un conflit inutile. Je comprends parfaitement, papa. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse continuer. Non par colère, mais parce que j'avais enfin compris que je gaspillais mon énergie à essayer de faire agir décemment des personnes sans caractère. Jeudi, j'ai rendu visite à ma grand-mère. Elle était visiblement plus détendue depuis que l'argent avait été reversé sur son compte. Jess, Linda a appelé hier, m'a-t-elle dit en préparant le thé. Elle m'a dit que tu étais contrarié par les achats de Noël. Et qu'est-ce que tu lui as répondu? Je lui ai dit que tu avais toujours été un garçon sensé et que si tu étais inquiet, c'était probablement pour une bonne raison. J'ai souri. Ma grand-mère avait toujours su voir clair dans les mensonges de la famille,
ce qui m'impressionnait beaucoup. Grand-mère, je peux te dire ce qui se passe vraiment. Je lui ai expliqué tout le plan. Les dettes documentées, l'ordonnance de protection, le calendrier de la procédure judiciaire. Elle m'a écouté en silence, hochant la tête de temps en temps. Es-tu sûr que c'est ce que tu veux faire, mon chéri? Je suis sûr que c'est ce qu'il faut faire. Elle a pris ma main dans ses petites mains mais solides. Alors tu as mon soutien total. Il est temps que quelqu'un leur apprenne les limites. Si vous suivez ce parcours d'une famille qui a appris à ses dépens que tout le monde n'est pas né pour être exploité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car la suite vous montrera comment le Noël le plus important de leur vie s'est transformé en une leçon qu'ils n'oublieront jamais. Vendredi, Marcus a appelé pour donner des nouvelles. J'ai de bonnes nouvelles, Jess. Le juge a approuvé l'ordonnance de protection temporaire pour votre grand-mère. Aucun membre de la famille ne peut lui mettre la pression financièrement pendant les 90 prochains jours. Et les avis de recouvrement. Ils sont prêts à être envoyés. Recouvrement officiel de 103 000 $ de dettes impayées, avec documentation complète et chronologie détaillée. Quand peuvent-elles être remises? Quand vous le souhaitez. Mais je suggérerais la veille de Noël. Pour un impact émotionnel maximal. C'était parfait. Alors qu'ils se préparaient pour le Noël qu'ils avaient planifié aux dépens de ma grand-mère et de mon exclusion, ils recevraient la facture de 5 années d'exploitation financière. Marcus, il y a encore une chose que je veux faire. J'ai expliqué mon idée finale. C'était risqué, mais ce serait la touche parfaite pour compléter la leçon qu'ils étaient sur le point d'apprendre. Jess, a-t-il dit en riant doucement, parfois tu me fais peur. Le samedi, 2 jours avant Noël, j'ai rendu ma dernière visite à la maison où j'avais grandi. Pas pour me réconcilier ou m'expliquer. Pour observer. Ils étaient en train de décorer le sapin quand je suis arrivé. Linda dirigeait l'opération comme une réalisatrice de cinéma, exigeant que chaque décoration soit placée exactement où elle le voulait. Emma était sur le canapé, en train de retoucher des photos sur la tablette qu'elle avait achetée avec l'argent de ma grand-mère, donnant parfois son avis sur la décoration sans quitter l'écran des yeux. Mon père accrochait les guirlandes lumineuses en suivant les instructions détaillées de Linda, visiblement agacé mais n'osant pas se plaindre. C'était une scène de famille américaine parfaite. Sauf que la personne qui avait financé tout cela observait de l'extérieur, à travers la fenêtre. J'ai frappé à la porte. Robert m'a ouvert, surpris. Jess, on ne t'attendait pas. Je suis juste venu déposer quelque chose. Je lui ai remis une enveloppe scellée. Vous pouvez l'ouvrir à Noël. Qu'est-ce que c'est? Un cadeau spécial. Pour toute la famille. Linda est apparue derrière lui, curieuse. Jess, ravi de te voir. Entre, je pensais justement qu'il manquait quelque chose à notre décoration. Il manquait quelque chose. Mon argent, probablement. Je ne peux pas rester. Je suis juste venu déposer ça. J'ai montré l'enveloppe. Il est important que vous l'ouvriez ensemble, à Noël. Emma est apparue, détournant enfin les yeux de sa tablette. Qu'est-ce que c'est, une lettre d'excuse? J'ai souri. C'est une surprise. En m'éloignant de la maison en voiture, j'ai vu pour la dernière fois la famille qui m'avait exploité pendant des années. Ils décoraient encore, planifiaient encore, pensaient encore avoir gagné en m'excluant de la fête. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais transformé leur exclusion en cadeau de Noël que je m'offrais à moi-même. Et la veille de Noël, lorsqu'ils ouvriraient cette enveloppe, ils découvriraient que parfois, les personnes que vous écrasez peuvent se relever et vous rendre l'appareil. Avec les intérêts. La veille de Noël. Le 23 décembre. À 9 h du matin, Marcus m'a envoyé un message. Équipe de livraison confirmée. Les documents seront livrés à 11 h pile. À 10 h 55, je me suis garé en face de la maison où j'avais grandi. Linda était à la fenêtre de la cuisine, probablement en train de préparer le célèbre jambon de Noël qui serait servi le lendemain. Emma traversait le salon les bras chargés de paquets, des cadeaux achetés avec l'argent volé à ma grand-mère. À 11 h pile, l'huissier a sonné à la porte. J'ai vu mon père ouvrir la porte, perplexe. L'homme a remis 3 enveloppes scellées et un document à signer à Robert. Linda est apparue derrière lui, visiblement agacée par cette interruption. Mon téléphone a vibré. C'était Marcus. C'est livré. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. 15 minutes plus tard, mon téléphone a explosé d'appels. Robert, Linda, Emma, tous appelaient en même temps. Je les ai tous ignorés. À 11 h 45, Emma est apparue à ma porte, les yeux rouges et l'enveloppe ouverte à la main. « Jess, c'est quoi cette merde ?» Elle a agité le document devant mon visage. « Une facture de 103 000 $? Tu es devenu fou ?» Entre, Emma. «
Parlons-en. Elle est entrée comme une tornade, jetant l'enveloppe sur la table du salon. C'est ridicule. Tu ne peux pas réclamer une dette familiale. Ce sont des cadeaux, de l'aide que tu as donnée parce que tu le voulais. Assieds-toi là. Je lui ai montré le canapé. Et lis attentivement. Emma a pris le document avec des mains tremblantes. J'ai vu le moment précis où elle a réalisé qu'il ne s'agissait pas seulement de chiffres aléatoires. Chaque prêt était répertorié avec la date, le montant, la justification qu'elle avait donnée et le statut du paiement. Jess, tu as tout documenté. Chaque centime. Pendant 5 ans. Mais ça ne veut pas dire que c'était de vrais prêts. Bien sûr que si. Tu as promis de les rembourser. À plusieurs reprises. Il y a même des SMS où tu confirmes que tu allais rendre l'argent. Je lui ai montré mon téléphone avec les captures d'écran classées par date. Emma a pâli. Et ce n'est pas tout, ai-je poursuivi. Le deuxième document que tu as reçu concerne l'exploitation financière des personnes âgées. Plus précisément, ce que vous avez fait à ma grand-mère. Nous n'avons exploité personne. Vous avez manipulé une dame de 83 ans pour qu'elle retire la moitié de ses économies sous pression psychologique. Cela a un nom dans la loi. Emma s'est levée et a commencé à faire les 100 pas dans la pièce. Jess, arrête. Nous sommes une famille. Une famille qui m'a désinvité du Noël que j'ai payé. C'était juste parce que quoi, Emma? Parce que tu juges toujours tout le monde. Tu as toujours l'air de faire une faveur à tout le monde. Voilà. La vérité toute crue. Alors c'était ça. Vous me détestiez parce que je vous aidais? Ce n'est pas de la haine. C'est juste que tu as toujours eu cette attitude de supériorité. Comme si tu étais meilleur que nous. Mon téléphone a sonné. C'était Robert. Jess, j'ai besoin de te parler de toute urgence. C'est quoi cette histoire de procès? Ce n'est pas un procès, papa. C'est une procédure civile. Il y a une différence importante. Tu ne peux pas faire ça à ta famille. Si, je peux. Et je vais le faire. Silence tendu. Fils, parlons-en en personne. Il doit y avoir un moyen de régler ça. Oui, il y en a un. En payant ce qu'ils doivent. Jess. Emma m'interrompit en prenant le téléphone de ma main. Papa, il est devenu fou. Il réclame plus de 100 000 $ pour une dette inexistante. Elle n'est pas inexistante, dis-je assez fort pour que Robert m'entende. Elle est documentée et vérifiable. Emma me rendit le téléphone. Papa, viens ici tout de suite. Nous devons régler ça avant qu'il ne détruise la famille. 20 minutes plus tard, Robert et Linda étaient dans mon salon. Linda tenait l'enveloppe contenant l'ordonnance de protection de ma grand-mère, visiblement paniquée. Jess, ça dit qu'on ne peut même pas parler d'argent avec ta grand-mère, dit Linda d'une voix tremblante. Exactement. Pendant 90 jours. Assez longtemps pour qu'elle assimile ce que vous avez fait sans pression supplémentaire. Nous n'avons mis la pression sur personne. Vous avez emmené une femme âgée à la banque, vous l'avez convaincue de retirer de l'argent qu'elle ne pouvait pas se permettre de perdre, et vous avez utilisé mon exclusion de Noël comme moyen de manipulation émotionnelle. C'est de la pression. Robert a tenté de jouer les médiateurs. Mon fils, je sais que tu as été bouleversé par la situation à Noël, mais là, tu exagères. Bouleversé. J'ai ri sans humour. Papa, vous m'avez traité comme un distributeur automatique pendant 5 ans, puis vous m'avez mis de côté quand vous n'aviez plus besoin de moi. Ce n'est pas être contrarié. C'est ouvrir les yeux sur la réalité. Nous ne t'avons jamais considéré comme un distributeur automatique. Alors pourquoi toutes les discussions familiales se terminaient-elles par moi qui payais quelque chose? Silence. Pourquoi Emma n'a-t-elle jamais remboursé un centime? Encore du silence. Pourquoi avez-vous utilisé ma grand-mère pour financer un Noël auquel je ne pouvais pas participer? Linda a finalement explosé. Parce que tu as toujours eu plus d'argent que nous. Tu gagnes bien ta vie, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de responsabilité. C'était naturel que tu aides. Naturel. Ma voix est sortie dangereusement basse. C'était naturel que je paie, mais pas naturel que je sois inclus. Emma s'est approchée, essayant de toucher mon bras. Jess, on peut en discuter. Il y a peut-être eu un malentendu. Un malentendu. J'ai pris mon ordinateur portable et ouvert le dossier. Je vais vous montrer le malentendu. Je tournai l'écran vers eux pour qu'ils puissent voir. Des feuilles de calcul détaillées, des captures d'écran de conversation, des preuves de virement, la chronologie complète de 5 années d'exploitation financière. 87 500 $, dis-je lentement.
C'est ce que j'ai dépensé pour vous en 5 ans. Sans compter les intérêts ni l'indexation monétaire. Robert regarda les chiffres, incrédule. Ça ne peut pas être vrai. C'est tout à fait vrai. Je peux vous montrer chaque justificatif. Linda s'est mise à pleurer. Nous ne savions pas que vous additionniez tout. En quoi est-ce important? Vous pensez que l'argent disparaît dans le vide? C'est alors que j'ai ouvert le dernier dossier. Celui dont ils ignoraient l'existence. Et il y a encore une chose que vous ignorez. Je leur ai montré les documents du fonds fiduciaire que j'avais créé pour ma grand-mère la semaine précédente. Un transfert de 50 000 $ de mes économies personnelles vers un compte protégé qui lui garantissait un confort financier pour le reste de sa vie. Votre grand-mère n'aura plus jamais à se soucier de l'argent. Et elle ne sera plus jamais vulnérable à votre manipulation. Emma a regardé les documents, puis moi, puis ses parents. Jess, qu'est-ce que tu attends de nous? Je veux que vous compreniez que certaines personnes ne sont pas nées pour être exploitées. Je veux que vous ressentiez ce que c'est que d'être financièrement vulnérable à cause des actions de personnes en qui vous aviez confiance. Robert s'est levé. Mon fils, si c'est de l'argent que tu veux. Ce n'est pas une question d'argent, papa. C'est une question de conséquences. Je pris la télécommande et allumai la télévision. La chaîne locale diffusait un reportage sur l'exploitation financière des personnes âgées pendant les fêtes de Noël. Vous avez jusqu'au 2 janvier pour présenter un plan de remboursement, dis-je sans quitter l'écran des yeux. Après cela, les documents seront transmis au tribunal. Linda a cessé de pleurer. Et si nous ne pouvons pas payer? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Alors vous découvrirez ce que c'est que de passer une année entière à se soucier de l'argent. Ce que c'est que de devoir choisir entre payer l'électricité ou acheter à manger. Ce que l'on ressent lorsque les personnes que l'on aime vous traitent comme un problème financier. Emma s'est levée brusquement. Vous êtes fou si vous pensez que nous allons accepter ça. Vous n'avez pas à accepter, répondis-je calmement. Vous devez simplement faire face aux conséquences juridiques de vos actes. C'est alors que j'ai joué ma dernière carte. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé un numéro devant eux. Allô, grand-mère? Tu peux venir chez moi? Il y a quelque chose d'important que tu dois entendre. La terreur dans leurs yeux a été instantanée. Ils savaient que ma grand-mère n'avait pas encore découvert toute la vérité sur la manipulation dont elle avait été victime. Et maintenant, elle allait tout entendre. Directement de leur bouche. 3 semaines plus tard, j'ai reçu 15 000 $ d'Emma. Premier versement, disait le message. Ça va prendre du temps, mais je vais tout rembourser. Linda a commencé à travailler dans un magasin de fleurs. Robert m'a appelé le mois suivant. On peut discuter? Sans parler d'argent. À Noël suivant, j'ai reçu une véritable invitation. Chacun apporte sa contribution. Sans attente financière. Le dîner était simple. Emma a fait des lasagnes, Linda a apporté une salade. Il n'y avait pas de plat coûteux, mais il y avait de l'équité. Merci de m'avoir appris que les relations ne fonctionnent pas avec une seule personne qui paie, a déclaré Emma. Ma grand-mère m'a serré la main. Parfois, la plus grande gentillesse est de refuser d'être exploitée. Aujourd'hui, notre famille fonctionne différemment. Emma paie ses propres factures. Linda a découvert l'indépendance. Robert et moi avons de vraies conversations. Si vous vous êtes déjà senti exploité par ceux qui devraient vous protéger, abonnez-vous à la chaîne. Le véritable amour ne vous demande jamais de vous rabaisser. La leçon, fixer des limites n'est pas de la cruauté, c'est prendre soin de soi. Le Noël qu'ils ont voulu passer sans moi est devenu le catalyseur de la famille que j'ai toujours voulu avoir. Les relations équilibrées sont plus satisfaisantes que celles fondées sur l'exploitation. Surtout quand vous cessez d'être le seul à payer la note. Рукой махнула и все полетело. Так, ну сначала в этот вазон. Да, вазон, ага, который на 3. А у них какой номер дома? 3. А, это вот 3 получается их, да? И красное-белое, это получается вот это что ли тут рядом? А, и вот да, это вот это одно. здесь. Слушай, так красиво, Вот прям. дом 3. Видите, все такие яркие магазинчики, клевые. Просто там еще какое-то что-то есть, если не ошибаюсь. Там Валберес, Вот, да. Валберес я то туда, то туда. Ну, вот, Ты куда Саша, сначала? да давай вазон. Это мы Давай как раз Валберес, как бы- потом вазон. Не, Валберес мне не надо. А, не надо? Не, мне надо Слушай, красно-белое. еще камеру Они же уберу. меня попросили привезти Здорово. коньяка О, этого. Я спасибо. посмотрела, Спасибо, где его проказник. купить. Какого А он в коньяка? красно-белом. А как? Слушай, братан, Фанагория. Даня А. говорит, что вкусный. Ну, сейчас попробую. Таня вроде не пьет коньяк. Да, А мы сказал, вот что вы Иванова. пьете. Но мы-то пьем. Вот.
Я говорю, я Ну, что, в дура, принципе, что ли, нормально, вести свои 4 бутылки? человека. Вот это, если рядышком тут. Сегодня был рекорд. Ой, лицо Сколько? прям, что 160. Че, пойдем погуляем? Будешь сидеть? Да, посидим. Поболтаем. А? Да не, лучше посижу. Ну тогда я не буду потом ключи забирать, чтобы музыка играла. Так, ну что, задаем вопрос теперь. Теперь можно покурить. Палец от микрофона убери. Да меня и так нормально слышно. Алло. Алло. Не курил вообще. Прикиньте. Ну, кстати, в неплохом доме мой брат живет. Либо в этом, либо в этом, либо в этом. Живет здесь. Так что неплохо. Уши заложило, капец как. Видя, лучше бы он включил камеру наружу. Да какую камеру наружу? Ты что, с ума сошел? Ой, проказник, как у тебя дела вообще? Как ваши дела вообще, ребят? Пишем комментарии. Как ваши дела? Все поуходили, можно поразговаривать теперь нормально. Это база. Это, понятно, что база. Как ваши дела? Или мне хуёво слышно, проказник? Как мне слышно? Хреново или нормально? Ай, блядь, уши болят. Давайте оценку машины сделаем. Ну, кстати, неплохая машина. Не могу, уши болят. Когда зайду в дом, покажу лист и вырублю стрим потом. Может быть, потом вечером начну. А так мы приехали в Иваново. Сегодня отдохну пора. Могу. А завтра начнем стримы делать идеальные. Ой. Первое ухо отошло. Осталось вот это. Это как будто отошло, но все равно как-то не сильно слышно. Непонятно почему. Как ваши дела, ребят? Даже запись сделаю, проверю, слышно меня или не слышно. Запись, микрофон выключен. Убейш. Так. Все. Все. Я вас понял. 59 минут уже стрим идет, ребят. 59 минут, неплохо. Ой, боже мой. Мне, в принципе, должно быть нормально слышно. А то почему? Чё? Интересно, кто там сидит за кадром? Я один сижу за кадром. Всех пока что все поуходили. Что за мутки с лицом? Аномика, не знаю, пацан капюшоне норм, лицо заблюрено, что за прикол? Момент какой-то скучный сейчас. Ёлки-палки, то вам скучно, то непонятно. Что мне с вами делать, а? Сегодня надо бухать.